Nous savons ce qu'est la guerre, mais la paix nous échappe. Nous évoquons l'art de la guerre sans nécessairement saisir que la paix aussi exige l'art. Les arts de la paix, musique, danse, peinture, etc., se cultivent dans les accalmies que seul l'art de la paix peut obtenir, et le mot paix le confirme. Guerre vient d'un mot germanique, évidemment, qui a fourni à l'anglais à la fois war et worse, pire. Bellum en latin, anciennement duellum, a pour racine un morphème signifiant deux ou à distance. Rien là de surprenant. Pax en latin et son verbe paciscere, qui signifie en premier lieu accord et s'accorder, et qui s'entendent dans paix, mais également dans pacte, suppose eux aussi la présence de deux entités qui, au lieu d'être à distance, se réconcilient. La paix se révèle non pas état, mais artefact. Elle résulte d'un travail ingénieux en vue d'une entente. Elle implique sans doute non pas de rester indifférent à l'autre, de se tenir à distance, de le laisser en paix, mais de se réjouir au contraire de la différence de l'autre et de chercher activement à le comprendre, à s'émouvoir de sa vie, à être remué par tous les hymnes nationaux. Nous sommes jetés in medias res, dans une situation déjà constituée, dans des circonstances à peine extricables. Quelle que soit l'interprétation que nous en donnons, nous reconnaissons que le monde ne va pas et que la guerre naît sans cesse, telle une maladie déjouant continuellement les efforts de la médecine, du malheur de notre condition. Quand nous pensons à Shakespeare, nous voyons la guerre partout, dans les tragédies, dans les nombreuses pièces sur l'histoire de l'Angleterre et dans certaines comédies. Mais au fond de ce théâtre se trouve une tentative incessante pour créer la paix, pour réconcilier les gens, pour transfigurer des individus résolus à tuer. Edmond dans Le Roi Lear, Frédéric et Olivier dans Comme il vous plaira, qui introduisent au cœur d'une comédie la haine de leurs frères respectifs. L'œuvre de son théâtre consiste partout à chercher un au-delà de l'antagonisme. À la fin de Roméo et Juliette, dont on retient surtout, presque exclusivement d'ailleurs, la mort des jeunes amants, les anciennes rancœurs et la fureur opiniâtre des Montaigu et des Capulet s'apaisent lorsque Capulet serre la main de ce qu'il appelle son frère Montaigu, même si le matin qui suit l'accomplissement de la tragédie n'apporte qu'une, je cite, paix assombrie. Dans d'autres pièces, on comprend qu'une résolution joyeuse ne tiendra pas, qu'il y aura toujours des guerres et des rumeurs de guerre. Shakespeare discerne la complexité de la paix dès les trois parties d'Henri VI et Richard III, qui figurent parmi ses premières pièces et qui constituent un ensemble sur l'origine, le déroulement et la résolution de la guerre des Deux Roses. Dans une scène volontairement invraisemblable et emblématique de la troisième partie d'Henri VI, un fils recruté de force dans les troupes du roi
découvre que l'adversaire qu'il a tué, enrôlé par les rebelles, est son père, et un père découvre, dans les mêmes circonstances, qu'il a tué son fils. Dans Richard III, la duchesse d'York se plaint que ses fils, ayant battu la famille de Lancastre, se battent entre eux, frère contre frère, sang contre sang, chacun contre soi-même. Self against self. Si la guerre civile offre l'image véritable de la guerre entre nations, déjà un combat de l'homme contre l'homme, le conflit meurtrier entre les membres d'une même famille révèle le sens profond de toute guerre, où l'humanité se dresse de façon insensée contre elle-même. Cependant, cette tétralogie qui décrit comment la guerre contre la France se transforme en guerre civile s'achemine vers la paix. Paix illusoire à la fin de la troisième partie d'Henri VI, après la victoire des Yorkistes, puisque le futur roi Richard III se promet dans des apartés de détrôner son frère. Paix stable à la fin de Richard III, lorsqu'Henri VII de Lancastre réunit les deux maisons rivales en épousant Élisabeth d'York. La tétralogie avance vers deux personnages symboliques. Richard III, image complète, nous le verrons, des sources de la guerre, et le futur Henri VII, qui trouve les ressources de la paix, non pas dans des valeurs transcendantes, mais dans une détermination compétente et calme. Le bien étant inséparable du mal, il n'envisage une paix inaltérable qu'au prix d'une guerre brève mais sanglante. Comment un poète, un dramaturge, peut-il aborder le sujet en tant précisément que poète et dramaturge, pourvu lui aussi d'un art à développer? En relevant d'abord une certaine maladie de l'intelligence. D'où vient l'animosité dans Roméo et Juliette entre les Montaigu et les Capulet? Personne ne le sait. Elle est trop ancienne, ce qui n'empêche pas Tybalt de répondre à Benvolio, qui l'exhorte à préserver la paix. Je hais le mot, tout comme l'enfer, les Montaigu et Troie. Clifford a plus de raison de haïr dans la troisième partie d'Henri VI, puisqu'un Yorkiste a tué son père, mais il tombe dans la même démesure. La vue des membres de la maison d'York, c'est comme une furie qui tourmente mon âme. Tout est folie et dérèglement. Un exemple de la corruption de l'intellect qui pourrait choquer spécifiquement un poète s'observe dans la première partie d'Henri VI, au moment où, pendant que sévit la guerre de Cent Ans, la guerre des deux roses commence à poindre. Des partisans de chaque camp se provoquent en cueillant soit des roses blanches, soit des roses rouges. La nature, la beauté sont réduites à fournir des signes d'hostilité et des armes allusives. Somerset se moque d'un Yorkiste en lui recommandant de ne pas se piquer à une épine, de peur de teindre la rose blanche en rouge. Il révèle, quelques instants après, le sens à peine caché de sa figure en menaçant d'employer son épée pour colorer la rose d'York en rouge sanglant. York déclare que les joues des Lancastriens imitent les roses blanches, étant pâles de peur. Somerset
lui réplique que les joues des yorkistes miment les roses rouges, étant rouges de honte. Non seulement la nature et la beauté, mais encore l'imagination, la métaphore sont détournées afin de servir non pas la poésie, vision renouvelée du réel, mais une passion belliqueuse. Devant une telle aberration, il convient de se rappeler que la pensée politique à l'époque de Shakespeare n'était pas tout à fait saine. Francis Bacon, que je ne critique pas avec plaisir, croyait, selon un essai sur la vraie grandeur des royaumes, qu'il faut avant tout, en vue de l'empire et de la grandeur, qu'une nation s'adonne aux armes, comme son honneur, son étude et son occupation premier. Empire, grandeur, honneur, on évoquait aussi, et non seulement en Angleterre, la gloire, car tous les mots bien sonores servaient à justifier le narcissisme et l'ambition. Bacon estimait de même que le corps politique, à l'instar du corps humain, avait besoin d'exercice pour rester en bonne santé et que lui offrait un tel exercice, je cite, une guerre juste et honorable. Rien de mieux en effet qu'une bonne guerre pour retrouver sa forme, car, dit-il, une paix indolente effémine le courage et corrompt les mœurs. Non que Shakespeare tombe par réaction dans l'ingénuité. Évitant, comme dans tous les domaines, les vues courtes qui entravent la pensée, il reconnaît et chante le courage, valeur qui demeure réelle dans une guerre d'agression, dans une situation où l'on est mené en partie par le mal, où l'on s'efforce, selon Henri V, pendant la prise d'Harfleur, de, je cite, déguiser la belle nature sous une rage vilaine. Il accepte pour mobile recevable l'honneur qui anime le roi à Azincourt, et si l'on hésite à attribuer à Shakespeare les convictions de ses personnages, hésitation en principe fort judicieuse, il suffit de s'imprégner de toute cette longue tirade qui aboutit au Happy Few, afin de sentir que Shakespeare partage l'enthousiasme qui l'anime. Henri s'exalte peu à peu, il est vrai, à écouter sa propre éloquence. Mais nous entendons surtout la créativité incessante de son esprit qui fait affluer idée sur idée à mesure qu'il parle. Shakespeare incite à réfléchir sur la renommée des héros, la fierté des blessures, la solidarité dans le danger de l'intrépide petite bande de frères. Si le mot Azincourt ne produit pas le bon effet, pensons plutôt Fontenoy ou Austerlitz. Cependant, pour comprendre la guerre et la paix, Shakespeare cherche au-delà du dérèglement de l'être humain. Il suit en cela la croyance de l'époque, mais en se fiant à cet élan de l'imagination qui lui permet sans cesse d'ouvrir la nature à la surnature, de situer la réalité dans un réel encore plus immense. La veuve et la belle-fille d'Henri VI, assassinée par le futur Richard III, voient en celui-ci le noir agent, le ministre épouvantable de l'enfer, dont il porte les marques sur son corps difforme. Chien de l'enfer,
qui chasse sans pitié. Il ressemble au diable même, grand tyran de la terre, et odieux mutilateur de l'œuvre de Dieu. Shakespeare ne semble pas envisager Richard III uniquement en scélérat de tragédie, ou vice des moralités, ou héros en mal. Sa malignité paraît, pour ainsi dire, infinie. Par lui, l'enfer envahit la terre et menace d'accomplir l'œuvre diabolique, défigurer et détruire la création. Dans la troisième partie d'Henri VI, Richard tient son propre corps, bossu, avec un bras atrophié et des jambes de longueurs inégales, pour un chaos. Shakespeare y trouve le contraire d'une création harmonieuse et l'image d'une Angleterre atteinte par le désordre infernal. Les sources de la guerre s'enfoncent dans le mystère de ce que nous sommes et du monde que nous habitons. Elles nous mettent en contact avec un monde qui nous transcende. La paix aussi, dont les ressources se cachent au sein d'un cosmos tel que nous sommes capables et désireux de le concevoir, et tel peut-être qu'il existe réellement. À cet égard, la musique constitue le lien entre les arts que la paix favorise et l'art qui se révèle indispensable pour éviter ou terminer la guerre. Selon Lorenzo, dans Le Marchand de Venise, elle figure, par son harmonie exemplaire, la grande paix de l'univers, résonnant sans cesse dans la musique des sphères, que le malheur de notre condition nous empêche d'entendre. Elle procure la paix par l'accord de ces suaves accents, c'est Lorenzo qui parle, qui domptent la fureur des hommes et des animaux. Je retiens pour plus loin l'idée que la musique n'opère ni par tyrannie, ni par mollesse, mais par sweet power, une douce puissance. Les ressources de la paix se trouvent dans une sorte de musique de lettres, sans laquelle, dit Lorenzo, l'homme est propre aux trahisons, aux stratagèmes, aux rapines, et dans une ouverture non pas à l'enfer d'en bas, mais au ciel d'en haut, quel que soit le sens que l'on donne à l'abîme et à la hauteur entre lesquelles nous marchons. À la fin de la première partie d'Henri VI, Suffolk voit dans le mariage qu'il vient de négocier entre Henri et Marguerite d'Anjou un modèle de la paix céleste. Shakespeare affirmera toujours cette origine lumineuse de la paix. À la fin de Cymbeline, une de ses dernières œuvres, le roi de l'ancienne Bretagne, ayant vaincu les légions romaines, scelle une paix durable en acceptant de s'allier malgré tout à l'Empire et de payer le tribut accoutumé. Le devin l'assure que les doigts des puissances d'en haut ont accordé l'harmonie de cette paix. Dans Macbeth, les origines de la guerre et de la paix se perdent dans l'au-delà avec une mise en évidence du surnaturel qui met au défi notre modernité. La tragédie oppose à Macbeth, qui écoute ce qu'il appelle les incitations surnaturelles des sorcières, Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre, un homme plein de grâce, dont la sainteté écrase
le diable qui manipule Macbeth, mais de manière tout à fait concrète. Il prête au roi légitime d'Écosse une armée anglaise, 10 000 hommes de guerre. Pour sonder la guerre et la paix, un poète au théâtre peut avant tout choisir avec attention extrême les paroles qu'il donne à ses personnages. Henri VI ressemble à première vue, par sa sainteté, à Édouard le Confesseur, sauf qu'il échoue. Il ne suffit pas de conclure cependant que par sa faiblesse et son inaptitude au pouvoir, il fait naître la guerre civile. Car Shakespeare réfléchit longuement sur cette inaptitude et semble s'émouvoir des qualités réelles mais inappropriées du roi. Henri a toujours des pensées bienveillantes, sans savoir comment les mettre en œuvre. Il tient la guerre contre la France, contre un peuple partageant la religion des Anglais, pour impie, mais n'a aucun plan pour l'arrêter, préférant se cloîtrer avec ses livres. Devant la révolte des paysans, il se propose d'envoyer un saint évêque afin de les dissuader, car à Dieu ne plaise que tant d'âmes simples périssent par l'épée. La réalité de la révolte et l'ambition de son instigateur lui échappent. Il réfléchit avec compassion sur les situations confuses auxquelles il se trouve mêlé, mais n'invente, face aux difficultés, que des mots. Et c'est cela qui semble intéresser Shakespeare. Henri n'est pas un personnage dramatique. Son langage ne pénètre pas dans l'action, n'aboutit pas à des actes, ne soutient pas la paix que pourtant il désire. À la manière des autres personnages, nous l'écoutons parler. Et Shakespeare lui donne sans cesse des paroles parfaitement vraies, mais futiles. Devant des situations qui demandent à être résolues, il fait des commentaires. « Seigneur, quelle folie dans des cerveaux malades !» ou « Comme ce désaccord afflige mon âme !» Refusant de faire du Parlement un abattoir, il annonce que la guerre qu'il entend mener contre la famille d'York consistera en froncement de sourcils, en mots et en menaces. Pour établir la paix entre le duc de Gloucester et l'évêque de Winchester, il affirme « J'aimerais vous persuader, si les prières le pouvaient ». Mais l'affirmation se défait peu à peu dans les mots mêmes qui la forment. Le poète peut approfondir en particulier des mots isolés qui désignent des valeurs sûres, mais qui s'altèrent dans certains contextes. Le travail du poète consiste souvent à observer des mots sous des perspectives variées, sous des éclairages qui en font luire toutes les facettes et qui montrent, entre autres choses, que les idées les plus admirables se compromettent dans les situations ambiguës d'une réalité malheureuse. Le poète dramaturge peut souligner la complexité de tout jugement porté sur la conduite des gens en réfléchissant et sur les circonstances où certains mots paraissent et sur qui les prononce. La paix, art des circonstances et des situations,
se prête parfaitement à ce travail délicat. Il s'agit de placer des mots dans un environnement linguistique et existentiel qui les fait trembler. Voici deux passages de la deuxième partie d'Henri VI. Au fort de la bataille, le jeune Clifford estime, dans un monologue, que qui se dédie vraiment à la guerre n'a plus l'amour de soi et qui s'aime soi-même n'a pas essentiellement, mais par circonstance, le nom de valeureux. L'idée, à méditer, que le vrai courage n'est pas une vaillance personnelle, mais réside dans le don de soi à une cause dangereuse, est troublée par le fait que la cause en question, c'est la guerre. York considère que le duc de Suffolk, en cédant à la France l'Anjou et le Maine, ternit l'honneur d'Angleterre, de cette île guerrière. L'honneur du mot honneur souffre par son rapport avec guerrière. Même pitié reçoit des jours défavorables. Shakespeare présente la pitié comme une valeur capitale qui permet de sortir de soi et d'apprécier la vie intérieure de l'autre comme une valeur contribuant à la paix. Northumberland, je renonce à essayer de prononcer Northumberland en français, Northumberland pleure avec York, son ennemi, en ressentant le chagrin d'York après la mort de son fils. Mais lorsqu'Henri refuse de condamner le duc de Gloucester, la reine Marguerite juge qu'il éprouve une sotte pitié, foolish pity. L'adjectif donne à réfléchir et demande que l'on relève à la fois l'incapacité d'Henri à agir sur le réel, la probable innocence de Gloucester et la cruauté impitoyable et incessante de Marguerite. Constatant qu'Henri, voyant la tête de son ennemi York fichée sur la porte de la ville, s'afflige, au lieu de se réjouir, Clifford le presse d'abandonner une pitié nuisible. Cet adjectif inattendu rend la perspective sur la pitié inconfortable. Clifford a sans doute raison de critiquer une attitude, une réaction à la fois bonne et peu sage et qui ne mène nulle part. La paix souffre de façon semblable. Devant les dissensions des grands du royaume, Henri n'intervient pas, sauf pour demander à la reine de ne pas envenimer les querelles, mais de rester en paix, car, dit-il, heureux ceux qui procurent la paix. Les mots créent un certain frisson, car dans le contexte, la sentence bien-aimée de l'Évangile semble inopportune, non pas pour être fausse ou inapplicable à la situation, mais parce que Shakespeare fait comprendre que la foi inactive du roi laisse prospérer la guerre et que les artisans de paix doivent avoir parfois recours à une énergie combative. Et la sainteté ne va pas de soi. Shakespeare s'émeut, dirait-on, de la sainteté réelle d'Henri VI, le seul personnage
des 4 pièces sur la guerre des 2 roses, a prié Dieu de pardonner celui qui le tue. Mais Marguerite, sa reine, accusera Henri de rechercher la sainteté, d'avoir pour champion les prophètes et les apôtres, et pour armes les maximes des Écritures. Marguerite exprime sa frustration devant son rêve de pouvoir anéanti et son insatisfaction sexuelle, mais elle a raison de juger la sainteté du roi dans le contexte inefficace et de lui souhaiter d'autres champions et d'autres armes. L'échange le plus saisissant a lieu dans Richard III. Anne, belle-fille d'Henri VI, s'indigne du crime damnable que Richard a commis en le tuant, car « he was gentle, mild and virtuous ». Il était amène, doux et vertueux. Si l'on rencontre ces mots après avoir lu ou, par miracle, vu les 3 parties d'Henri VI, on sent qu'ils ne vont pas de soi et que cet éloge du roi débonnaire peut se retourner contre lui. Néanmoins, la réponse de Richard déconcerte. « The better for the King of Heaven that hath him » mieux à sa place avec le roi du ciel. La réponse gêne parce que Richard, avec son ironie agressive et malsaine, a raison. Toutes les qualités d'Henri, pitié, sainteté, douceur, vertu et sa nature pacifique, desservent le royaume dont il a la charge et qui exige de la force et de la violence pour retrouver la paix. Dans le théâtre de Shakespeare, les sources de la guerre, le plus souvent une manière de fratricide ou même de suicide, gisent dans la condition catastrophique des hommes et du monde et de ce qui s'y cache. Les ressources de la paix résident en une sorte d'harmonie de l'être qui paraît surtout comme un au-delà de la réalité que nous connaissons. Shakespeare révèle la complexité de la guerre et de la paix dans un monde qu'il dirait déchu, où le bien et le mal s'enchevêtrent par ce que j'appelle la mise en perspective des mots, par un travail de poète qui place les mots et par conséquent les valeurs les plus dignes de foi qu'il véhicule dans des circonstances qui obligent à les réexaminer. Je pense à une phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu parce qu'elle aussi rend perplexe et qu'elle peut aider à comprendre la pensée de Shakespeare. Jésus ordonne aux disciples qu'il envoie en mission « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes ». On comprend sans difficulté, simple comme des colombes. Et l'on voit bien qu'Henri VI possède parfaitement cette qualité. Mais prudent comme les serpents étonne, surtout quand on s'aperçoit que le mot traduit par prudent, phronimoi, fait allusion au serpent de la Genèse qui provoque la chute d'Adam et Ève et qui avait été appelé phronimotatos, le plus prudent ou rusé de tous les animaux, dans la Septante, la vieille traduction grecque de l'Ancien Testament. Jésus engage les siens à battre le diable, en quelque sorte, à son propre jeu,
a renversé la chute en déployant pour le bien une qualité dont le serpent avait usé pour introduire le mal. Selon la phrase précédente, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », Jésus jette ses disciples in medias res dans une situation déjà en cours, entremêlée et hasardeuse. Shakespeare choisit également, dans ses premières œuvres qui concernent une guerre contre l'étranger et une guerre civile, de jeter Henri VI là où les loups rôdent et où il faut, pour atteindre la paix, la ruse des serpents. Les ressources de la paix ne se trouvent pas où nous les aurions sans doute placées, mais dans des qualités à première vue loin d'être parfaites et même contestables. Une sagesse mondaine en premier lieu, dont l'importance est soulignée de façon récurrente par son contraire, la naïveté. Chez Henri VI, principalement, qui croit, par exemple, sans la mettre un instant en doute, l'histoire d'un faux miraculé, avec force remarques pieuses sur sa guérison, alors que Gloucester, avec moins de piété, dévoile la supercherie en posant des questions habiles. La paix semble demander une connaissance de la nature humaine aussi désabusée que celle du diable, une sagesse pratique et active, et paradoxalement de la force. Henri, que d'autres façonnent telle la cire, je cite un des personnages, n'a jamais vraiment régné, selon Clifford, n'a jamais dominé en tant que roi ses sujets et les événements. En un sens, il n'est pas vertueux, ou il n'a pas la vertu assortie à sa situation. Peut-être que Shakespeare appelle l'attention sur ce mot, qui indique très clairement en anglais « virtuous », V-I-R, T, etc., son origine dans « vir », en pensant au premier sens de « virtus » en latin, comme de vertu en ancien français, virilité, vigueur, courage, force. Les ressources de la paix ne sont pas nécessairement paisibles. Elles rejoignent parfois les valeurs de la guerre. Je vous remercie.